globale d'informatisation du circuit de médicaments au milieu hospitalier. Donc là, on parle de médicaments par abus de langage, mais ça se prête à tout produit informatique, tout produit pharmaceutique, pardon. On peut informatiser au sein d'une pharmacie hospitalière ou dans l'hôpital en général, parce qu'il n'y a pas que la pharmacie. Le produit pharmaceutique, il va passer aussi bien la pharmacie que les autres unités de soins. D'accord? Voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est de connaître l'organisation et les risques liés au circuit du médicament, connaître les différentes étapes de la conduite d'un projet d'informatisation du circuit du médicament. Donc, c'est la partie qu'on a zappée au début. Donc, c'est la conduite d'un projet. On verra. Et connaître les risques liés à l'informatisation du circuit du médicament. Donc, le pharmacien hospitalier, il évolue dans un environnement qui est complexe. Il y a plusieurs intervenants. D'accord? Donc, il est confronté à la hiérarchie d'une part, aux utilisateurs d'autre part, aux patients, etc. Donc, c'est une activité qui est assez complexe. Il doit être capable de proposer de nouvelles stratégies parce que le besoin il change tout le temps, les budgets sont de plus en plus serrés et il faut toujours être capable de dégager de nouvelles stratégies pour garder ou bien améliorer la performance de la pharmacie hospitalière. Donc le pharmacien hospitalier, c'est l'interface entre la direction, les médecins et les soignants. Donc c'est le garant de la qualité et de la sécurité du circuit du médicament. Il doit avoir accès au dossier médical et pharmaceutique ainsi qu'aux informations relatives au circuit du médicament. Voilà. Donc ça, on y passe, on l'a défini plusieurs fois. C'est toujours la même définition. Le circuit de médicaments, c'est quoi? Tel que défini par la Haute Autorité de Santé, c'est la série d'étapes successives relatives aux médicaments qui sont réalisées par des professionnels de santé différents, donc le pharmacien, le médecin, les soignants, etc. Ils recouvrent deux circuits distincts et interconnectés. C'est le circuit clinique et le circuit logistique. Donc, le circuit clinique, il concerne la prise en charge médicamenteuse des patients hospitalisés et il inclut les phases de prescription, de dispensation et d'administration. Donc là, on s'intéresse plus à l'action du médicament. Le second circuit, il est logistique et traite le médicament en tant que produit. D'accord? Il s'étend de l'achat à la délivrance en passant par la gestion des stocks, la préparation et le transport. Les enjeux de ce circuit, donc il y a des enjeux réglementaires, il y a des enjeux de qualité et des enjeux économiques. Donc, pour les enjeux réglementaires, donc il y a plusieurs textes qui régissent, bien sûr, le circuit des médicaments au milieu hospitalier. Il y a les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, d'accord? Vous l'avez déjà vu en troisième année, je pense, le cours de pharmacie hospitalière. Il y a la circulaire 16 de la DMP du 24 mai 2005 qui stipule quoi? Que le pharmacien hospitalier doit mettre en place un bon système de gestion de toutes les étapes du processus d'approvisionnement, comprenant notamment des supports d'information adéquats et des procédures de travail efficaces. Donc, supports d'information adéquats, procédures de travail efficaces qui peuvent être justement informatisés. Il y a aussi la loi 78-17 du 14 janvier 1978, intitulée Informatique et liberté, qui fixe les droits d'accès aux données nominatives. Cette loi a été actualisée en 2009 par la loi 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Donc, les données des patients, ça leur appartient. Donc, on n'a pas le droit de les modifier ou d'en faire quoi que ce soit sans qu'on ait leur consentement. C'est pourquoi donc il y a ces enjeux réglementaires. Donc, c'est des textes de loi qui essaient un petit peu de réglementer l'accès aux données, aux bases de données des patients. Il y a aussi un enjeu de qualité. Pourquoi? Parce que l'efficacité dans le traitement de la manipulation de l'information, ça permet l'amélioration de l'organisation, de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité. Donc cette organisation, pourquoi on tend à être organisé? Parce qu'un établissement de soins, un hôpital, il tend à être certifié ou bien accrédité. Quelle est la différence entre certification et accréditation? La certification, c'est un organisme qui est indépendant. Et sinon, pour l'accréditation, c'est souvent par l'État. D'accord. Alors, la certification et l'accréditation. Alors, vous avez raison. Donc, indépendamment de la personne qui va donner la certification et de l'accréditation. Quelle est la différence
le processus de certification et d'accréditation. Monsieur, par rapport au produit, la certification peut être faite sur un produit ou Oui. une entreprise. Par contre, l'accréditation, ce n'est pas pour le produit. Et c'est pourquoi l'accréditation? Pour une procédure ou bien pour accréditer une entreprise, je pense. Oui, bien. Donc l'accréditation, ça concerne les établissements. Pour la certification, ça peut tout concerner. On peut certifier un stylo. La certification, c'est par rapport à une norme. On peut certifier un stylo quand il est conforme à une norme telle. D'accord? Avec le marquage CE que vous trouvez sur les différentes marchandises que vous achetez, une souris ou un ordinateur ou un stylo ou une télé, etc. Donc c'est une certification par rapport à une norme. D'accord? Par contre, l'accréditation, on ne peut pas accréditer des objets. Elle est faite par une tierce partie aussi. Donc l'accréditation par des tierces parties. D'accord? Mais on peut avoir une autocertification. On peut avoir une autocertification, mais en général, la certification, c'est par rapport à une norme. Quand la certification valable, elle n'est pas donnée. On ne peut pas avoir une autocertification valable. Parce que la certification, elle est donnée par un organisme accrédité. Oui, oui. Parce qu'on accrédite des établissements qui exercent des fonctions de contrôle. On ne peut pas accréditer n'importe quel type d'établissement. Oui. On accrédite les établissements qui exercent des fonctions de contrôle. La faculté de médecine, elle exerce des fonctions de contrôle. Elle va vous contrôler. Décider qui est-ce qui va réussir, qui est-ce qui va échouer. D'accord? Donc, elle est accréditée. Un laboratoire de contrôle, le contrôle du dopage des athlètes, ça se réalise dans un laboratoire de contrôle qui doit être accrédité. D'accord? Donc, on accrédite un établissement qui réalise des fonctions de contrôle. Par contre, la certification, on peut se faire certifier par rapport à une norme, d'accord? Par un organisme certificateur, mais pour que ça ait de la valeur, il faut que cet organisme d'accréditation, de certification soit accrédité. D'accord? Accrédité, c'est quoi? Ça veut dire que l'État, elle reconnaît que cet organisme de certification, il est fiable. D'accord? Et en général, donc l'accréditation, c'est un niveau qui est plus évolué que la certification. Oui? Oui, je vous entends. C'est bon? Non, c'est bon. Oui, merci. En général, les organismes qui veulent se faire accréditer, ils commencent tout d'abord par une certification. Parce que ça facilite les choses, d'accord? Quand on est déjà certifié par rapport à un certain nombre de normes en vigueur, c'est plus facile d'avoir l'accréditation. Monsieur, s'il vous plaît, pour certains DM, surtout quand le risque n'est pas très élevé, par exemple pour les DM de classe 1, pour ceux qui ont un faible risque, on dit souvent que, on dit pas, j'ai lu un cours qui peuvent faire l'objet d'une autocertification. Donc, automatiquement, l'entreprise doit être accréditée à faire un certificat. J'ai pas bien. J'arrive pas à lier les deux. Parce que vous venez de dire qu'on ne peut pas faire une autocertification. Je vous dis que la certification, pour qu'elle soit fiable, elle doit être réalisée par un organisme qui est accrédité. Maintenant, on peut avoir une certification qui n'est pas très fiable. D'accord? Donc, l'entreprise, elle peut attester par un certificat que le produit, il respecte tel ou tel nombre. Elle va s'engager sur l'honneur que le produit vendu, il respecte tel ou tel nombre. Mais ça n'a pas vraiment de la valeur. Parce que vous allez trouver le même produit qui est fourni par une entreprise de renommée internationale et qui est marqué CE, qui
qui est certifié par rapport à un certain nombre de normes internationales par un bureau de certification accrédité. D'accord, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. En général, on tolère l'autocertification pour des, comme vous avez dit, que pour des DM ou là pour de la marchandise qui n'est pas très critique. Oui. D'accord. Merci. Oui. Merci. Dans la qualité, elle ne retentit pas vraiment sur la santé des patients, par exemple, en premier lieu, etc. Bon. D'accord. Alors, les enjeux économiques, l'informatisation du circuit de médicaments. Donc, on a des dépenses de diverses natures. Il y a les licences, comme je vous ai dit. Donc, à chaque fois qu'on informatise, on va acheter des logiciels ou des progiciels. Donc, les logiciels, en fonction du nombre d'utilisateurs, il faut acheter des licences mono-utilisateurs, le multi-utilisateur, etc. Donc, c'est de l'argent à dépenser. Du matériel supplémentaire, donc les serveurs, les disques durs, les tablettes, etc. Les prestations, les formations des utilisateurs au nouveau système, l'installation et le déploiement, etc. Donc, les travaux internes de préparation et d'accompagnement de projet, la maintenance du système. Il ne suffit pas d'informatiser, il faut qu'il y ait de la maintenance a posteriori. Et bien sûr, ça c'était les dépenses. Qu'est-ce qu'on va dépenser? Et ça, c'est ce qu'on va gagner. Quelles sont les économies? Le gain de temps. Donc l'efficacité dans le traitement, la manipulation de l'information, pas pour le personnel de la pharmacie, pour les médecins et les infirmiers. Donc, un pharmacien, s'il a besoin, par exemple, des résultats du bilan rénal pour valider un traitement, au lieu qu'il se déplace ou qu'il envoie quelqu'un chercher le bilan, donc si le dossier patient il est informatisé, il peut consulter les résultats en un clin d'œil, donc ça permet un gain de temps considérable. C'est bon? Le médecin, quand il prescrit un médicament qui est refusé par le pharmacien pour interaction médicamenteuse ou pour contre-indication, au lieu qu'il attende d'appeler le pharmacien pour discuter, donc si le système il permet la communication en ligne, donc le pharmacien, quand il refuse de délivrer un médicament, il suffit qu'il mette une petite remarque et consulter en temps réel par le médecin. Et bien sûr, ça permet de gagner du temps, de proposer des alternatives, etc. Une diminution de dépenses de médicaments. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de présenter des alternatives moins onéreuses. Quand on a, par exemple, le médecin, quand il ne connaît pas les médicaments qui sont en stock, les génériques, par exemple, il va prescrire le Princeps. Et si à la pharmacie, donc on a un générique, si le système informatique si le système il est informatisé, il va préciser pour le médecin qu'il existe des alternatives moins onéreuses et pour lesquelles il peut opter. Donc, il a une idée sur le stock disponible à la pharmacie, donc il a plus de visibilité par rapport à la prescription. Conséquences économiques, meilleure qualité de soins apportés aux patients par l'évitement des incidents et des erreurs médicamenteuses par les effets iatrogènes. Vous savez que les effets iatrogènes, des fois, ils causent plus de préjudice par rapport aux pathologies pour laquelle est admis le patient. Des fois, un patient, il rentre pour un geste qui est simple et à cause des interactions médicamenteuses, son séjour, il est prolongé. Donc, il y a des interactions médicamenteuses à l'origine d'un certain nombre d'incidents qui prolongent la durée de séjour, qui vont nécessiter l'utilisation d'autres médicaments supplémentaires, et c'est des frais en plus. Donc, voilà. Quand on est informatisé, on peut utiliser des outils d'aide à la décision, le Vidal, les Teriac, etc., qui vont nous alerter quand il y a une association ou une contre-indication, et ça permet d'éviter un bon nombre d'erreurs médicamenteuses liées à l'utilisation de médicaments. Donc, pour informatiser le circuit de médicaments à l'hôpital, il faut d'abord maîtriser ce circuit. Comme je vous ai dit, on n'informatise que ce qui est organisé. Donc, le circuit, il est comme suit. Donc, il y a deux circuits distincts. Il y a le circuit logistique, en général, c'est au sein de la pharmacie, et il y a le circuit clinique dans l'unité de soins. Les deux circuits interagissent en permanence. Donc, ça commence par une prescription qui va donc déclencher l'approvisionnement, le transport,
la détention et le stockage au niveau de la pharmacie et la préparation. Donc, si c'est de la chimiothérapie ou bien une préparation hospitalière ou tout simplement la préparation du panier patient qui va être dispensé, d'accord, à l'unité de soins, administré au patient et ensuite il y a un suivi et évaluation pour la surveillance de l'efficacité des effets indésirables, etc. Donc ça, c'est le circuit logistique et le circuit clinique qu'on va essayer d'informatiser. Donc, pour l'approvisionnement, la détention et le stockage, donc c'est les trois premiers composants du circuit logistique. Donc, c'est un concept global qui inclut le processus d'achat, la gestion des relations clients-fournisseurs, donc avec les fournisseurs, la démarche logistique, donc qui concerne les conditions de transport, les lieux de transport, etc. Et le stockage aussi, et les techniques de gestion économique et matérielle des stocks que vous avez déjà vu en troisième année, je pense, la gestion de stock. Donc, quelles sont les quantités économiques à commander, quand est-ce qu'il faut commander, quelle est la quantité commandée, etc. Alors, la prescription, c'est donc à ce niveau, le circuit clinique, c'est un acte médical et réglementé. Donc, il doit motiver le choix du médicament ayant le moins d'effets indésirables, le moins d'interactions médicamenteuses, d'accord? Tout en respectant le RCP, c'est le résumé des caractéristiques du produit. C'est un document qui est plus détaillé que le prospectus, d'accord? Et qui détaille un petit peu les caractéristiques des produits, les modalités d'utilisation, etc. Et pour le dosage, bien sûr, la prescription, on prescrit toujours le plus faible dosage pour avoir l'action maximale. Donc, pourquoi? Parce que si le patient il développe une résistance par la suite, on sera amené à augmenter la dose. S'il présente, par exemple, une insuffisance rénale, etc., donc il faut tenir compte de ça. Donc, toujours on donne la plus faible dose qui permet d'avoir l'effet thérapeutique. Il y a aussi le choix de la voie d'administration en fonction de l'état du patient et de la nature du produit administré. Alors, pour la préparation, donc il y a les préparations magistrales et hospitalières. Donc ça, c'est déjà connu. Il y a aussi la reconstitution des médicaments cytotoxiques qui doivent obéir aux bonnes pratiques de préparation. Pour la dispensation, donc il y a l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, la préparation des doses et la délivrance et la mise à disposition des informations sur les médicaments au profit du médecin, de l'infirmier et du patient. Donc, quelle est la différence entre la distribution et la dispensation? La dispensation, c'est lorsque le pharmacien dispense un médicament à un patient, alors que la distribution, c'est les grossistes qui font la distribution aux pharmacies d'officine. Même la pharmacie hospitalière, elle fait la distribution aux unités de soins. Pour la dispensation, il y a toujours une analyse pharmaceutique d'une ordonnance et aussi il y a toujours le conseil. Exactement. Exactement. Donc, dans la dispensation, il y a toujours l'acte de validation pharmaceutique. D'accord? Par contre, dans la distribution, on délivre directement les produits pharmaceutiques à l'unité de soins sans qu'il y ait une validation pharmaceutique au préalable. D'accord? Parce que tout simplement, le pharmacien ne peut pas tout valider dans un hôpital ou dans une pharmacie. Donc, il y a un certain nombre de produits critiques pour lesquels la validation pharmaceutique est obligatoire, mais pour d'autres produits, il peut donc fixer les quantités à donner et le préparateur s'en charge. Dans un hôpital, par exemple, le pharmacien ne va pas valider la distribution il ne va pas dispenser du sérum salé, ou du sérum glycosé, ou de la bétadine. Ça ne sert à rien. D'accord? Par contre, il va dispenser donc les psychotropes, les anesthésiques, etc., etc. Les chimiothérapies, etc. D'accord? Et ça nous amène à analyser ce tableau, qui est très important aussi. C'est à retenir. D'accord? Donc, ça, c'est pour illustrer les différents modes d'activité au sein d'une pharmacie hospitalière. D'accord? Les cases en bleu ciel, c'est l'activité au sein de l'unité de soins. Et la case en blanc, c'est l'activité au sein de la pharmacie. On a plusieurs types de dispensation. D'accord?
Alors, là, j'ai mis dispensation globale, ils ont mis dispensation globale sur le tableau, mais là, je mettrai une distribution globale. C'est bon? Pourquoi? Parce que il n'y a pas de prescription et il n'y a pas de validation pharmaceutique. Que ce soit ici ou ici. Donc ici, c'est plutôt distribution globale, distribution globalisée. Ici, dispensation, dispensation. Pourquoi? Parce qu'il y a une dispensation pharmaceutique, une validation pharmaceutique derrière. Et on verra la différence. Donc, quand je vous ai dit, le pharmacien, il ne peut pas tout valider dans un hôpital. Donc, pour un certain nombre d'articles non critiques, il va juste fixer donc, la quantité à donner à chaque service en fonction de ses besoins et de sa consommation d'une manière périodique et soit on donne directement, on recomplète les armoires services et là on parle de dispensation, de distribution globale plutôt, d'accord? Soit c'est les services qui vont demander un certain nombre d'articles non critiques et c'est le préparateur qui se charge de leur distribution sans que le pharmacien valide cette prescription. D'accord? Donc, quand on a une distribution globale, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de prescription. La charge de travail, elle est importante pour l'unité de soins. Pourquoi? Parce que les articles sont distribués à l'unité de soins et c'est l'unité de soins qui se charge de la distribution des articles à chaque patient. Donc, une charge importante au service. Et le stock aussi, il est important. Parce qu'en général, on distribue de grandes quantités pour 15 jours, pour un mois, et l'unité de soins, elle va, au fur et à mesure de l'épuisement des quantités, procéder au recomplètement au niveau de la pharmacie. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la différence entre dispensation globale et dispensation globalisée? Alors, je vais vous parler de ça. D'accord? Alors, dispensation globale, c'est pas le sérum ou la bétadine. Donc, on ne donne pas, il n'y a pas de prescription par patient. Là, on fixe une quantité de stock au niveau de le service. Par exemple, on va dire que pour le service d'urologie, il faut qu'il ait, pour son fonctionnement, le début de chaque semaine, il faut qu'il ait 100 poches de sérum de 3 litres. D'accord? C'est-à-dire la fin de la semaine, on a une idée, si le circuit est informatisé, on voit que l'armoire du service d'urologie, elle n'a plus que 20 poches. Donc, on va recompléter 80 poches pour atteindre le seuil de 100 poches qu'on a fixé dès le début. D'accord? Le recomplètement, il ne nécessite pas une demande de le service, indépendamment de la demande du service. On va juste imprimer l'état de stock des armoires services et procéder au recomplètement. D'accord? Donc, c'est une distribution globale. D'accord? Le type de distribution, le type de délivrance, c'est distribution, il n'y a pas de validation pharmaceutique, il n'y a pas de charge au niveau de la pharmacie parce que le dispatching qui est l'unité de soins. D'accord? On donne la pharmacie, on donne en vrac, mais le risque d'erreur, il est très élevé. Pourquoi? Parce que le pharmacien, il ne connaît pas quel patient a reçu quel produit ou quel lot de produits, par exemple. D'accord? Par contre, la distribution globalisée, il y a quand même une prescription. On a par exemple le doliprane, le paracétamol. Donc, le service de chirurgie viscérale, un de 20 patients qui utilisent le doliprane. D'accord? Donc, quand il va venir, il va ramener la prescription pour les 20 patients. La pharmacie, on les donne en globalisé. C'est-à-dire, je fais le calcul, 3 comprimés pour tel patient, 4 comprimés pour l'autre, 6 comprimés pour l'autre, etc. Mais la distribution, je donne en globalisé. Maintenant, il y a chaque patient tout seul. Maintenant, 3 comprimés pour patient X, 4 comprimés pour patient Y. Donc, je distribue en globalisé. C'est-à-dire que je vais prendre les prescriptions détaillées et je vais les globaliser. Et je vais donner la quantité totale. Et c'est au niveau de l'unité de soins qu'ils vont faire le dispatching par patient. D'accord? Donc, on a la charge de travail plus. Le stock aussi, il est plus ou moins important. Le type de délivrance, c'est une distribution aussi. Le pharmacien, il ne faut pas valider les prescriptions de paracétamol. La charge de travail, elle est un peu plus importante parce qu'il y a une prescription quand même, d'accord, à exécuter. Et le risque d'erreur, il est toujours important. Donc c'est clair pour cette nuance entre globalisé et global?
Oui, merci. En global, on donne en vrac. En globalisé, il y a une prescription nominative, mais on va les globaliser dans un seul panier, et c'est l'unité de soins qui fait le dispatching. D'accord? Maintenant, Oui, c'est compris, merci. Maintenant, pour la dispensation. Alors, la dispensation, on a deux types. Il y a la dispensation individuelle nominative qu'on utilise à l'hôpital, et en général, on a une prescription de 4 jours le lundi et de 3 jours le jeudi. D'accord? Donc, on dispense le traitement de 4 jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on dispense 3 jours pour vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Donc, ça, c'est pour les produits qui sont soumis à la validation pharmaceutique. Donc, la prescription, elle est présente. La charge de travail, elle est moins importante parce qu'on va donner en nominatif. Donc, l'unité de soins, elle n'a pas de charge de dispatching. D'accord? Et le stock aussi n'est pas très important parce qu'on donne maximum 4 jours. Mais chez les autres, où on peut donner la dispensation globale, on donne une semaine, 15 jours, jusqu'à un mois. D'accord? Donc, les quantités de stock au niveau des services, elles ne sont pas très importantes. Pour la pharmacie, donc c'est une dispensation, c'est-à-dire qu'il y a une validation pharmaceutique derrière. La charge de travail est importante parce que le dispatching qui me la pharmacie, donc on réalise le dispatching à la pharmacie. Et le risque d'erreur, il est moins important parce qu'il n'y a pas de risque de confusion. On donne le traitement personnalisé pour chaque patient. Alors, la dispensation journalière individuelle nominative, la DIN, par rapport à la DIN, donc qu'est-ce qu'elle a de plus? C'est-à-dire qu'on va donner un jour. Au lieu de donner 4 jours, 3 jours, chaque jour, on va donner le traitement. C'est pour des articles qui sont critiques. D'accord? À la chimiothérapie, par exemple. Donc, chaque jour, la dose, elle est préparée pour les protocoles des 5 jours, par exemple. Chaque jour, l'infirmier va venir récupérer la dose du patient. Donc, le niveau de sécurité, il est beaucoup plus important. Toujours, il y a une prescription. Il n'y a pas de charge de travail, unité de soins, parce qu'il n'y a pas de dispatching. La dose, elle est préparée au niveau de la pharmacie, reconstituée, prête à l'emploi. Il suffit de l'administrer au patient. Et il n'y a pas de stock dans l'unité de soins. Il n'y a quasiment pas de stock. C'est une dispensation, parce qu'il y a une validation pharmaceutique. Charge de travail très importante pour la pharmacie, oui. Et le risque d'erreur, il est au minimum. Pourquoi? Parce que c'est le pharmacien qui fait tout le travail. Donc, chaque patient, il va recevoir sa dose déjà préparée, étiquetée, etc. C'est bon? Oui, monsieur. Par rapport à ce tableau. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Par rapport à la dispensation individuelle nominative, normalement à l'hôpital, lorsqu'on reçoit, on reçoit en même temps plusieurs ordonnances de plusieurs patients. Oui. Mais côté dispensation, on ne peut pas vraiment donner à chaque patient son traitement. On essaie de rassembler le tout et on travaille surtout avec la distribution globalisée. Oui, mais pour un certain nombre de produits, c'est pas possible. Par exemple, pour les chimiothérapies, on ne dispense pas en vrac. Parce que la reconstitution, ça doit être la pharmacie. Et le patient, Donc, le cadre de santé, il va venir récupérer la poche déjà préparée à administrer au patient. Donc, côté pratique, pour les médicaments normaux, type par exemple paracétamol, les antibiotiques, etc., c'est globalisé. Et dispensation individuelle, c'est surtout pour chimio, par exemple. La individuelle nominative, là, Oui. il y a 4 jours, c'est l'antibiotique. C'est les antibiotiques, par exemple. D'accord. On ne donne pas les 7 jours parce que le patient, on ne sait pas combien de temps il va être hospitalisé. Exactement. Oui. On a 4 jours le lundi et on donne 3 jours pour le jeudi, pour le vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Par Merci. contre, pour les articles critiques, les facteurs de croissance, la chimiothérapie, etc., ça, c'est de la dispensation journalière individuelle nominative. Oui. C'est bon? Oui, merci. De rien. Alors, l'administration, donc, elle se fait par du personnel infirmier et rarement par un médecin, d'accord, sauf pour des cas particuliers. Donc, il faut garantir la qualité et la sécurité de l'acte d'administration et limiter les erreurs d'administration. Donc,
Comment pallier à ce problème? Donc, il faut informer les autres acteurs du circuit des conditions d'exécution de prescription. Vous savez que pour la reconstitution des médicaments injectables, il y a des médicaments pour des questions de stabilité et des médicaments qui peuvent être reconstitués dans le sérum salé et d'autres dans le sérum glucosé. Donc, des fois, quand vous mettez un médicament qui est destiné à être reconstitué dans du sérum salé, vous le mettez dans le sérum glucosé, il va cristalliser, il va précipiter. Et les cristaux, ils peuvent, bien sûr, être à l'origine de thromboses. Ils vont bloquer des petites artères, etc. Parce qu'il y a une sédimentation du produit. La stabilité des poches après reconstitution. Pour les produits qui se présentent sous format lyophilisé, quand on fait la reconstitution, ils ont une certaine durée de stabilité. Donc, si cette durée de stabilité n'est pas respectée, donc il peut y avoir des problèmes. Le médicament peut devenir toxique ou inefficace. Et ça, pour ces choses-là, c'est le pharmacien qui maîtrise. D'accord? C'est plus de la chimie qu'autre chose. Et donc, le pharmacien, il peut, via le système informatique, préparer des fiches qui vont guider le personnel soignant pour l'administration, la reconstitution des médicaments dispensés. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, pour les risques qui sont liés au circuit du médicament, il y a les risques qui sont liés au circuit logistique et les risques qui sont liés au circuit clinique. Alors, pour le circuit logistique, on peut avoir des erreurs de saisie manuelle. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu pour montrer quel est l'intérêt d'informatiser. Quand on travaille à l'aide d'un système manuel, il y a toujours des erreurs de saisie. D'accord? La redondance des informations dans des registres papier. Donc la même information peut être notée sur deux supports différents de manière différente. La défaillance de sauvegarde et de sécurisation des données. Donc quand on travaille avec des formats papier, si le registre il est perdu ou il est récupéré par quelqu'un et non remis à sa place, donc on risque de perdre les données s'il y a un incendie ou quelque chose. Donc la sécurisation des données elle est faible sur support papier. Et aussi des erreurs lors de l'extraction d'informations à partir de support papier, parce que sur les supports papier, en général, on écrit à l'aide d'un stylo et chacun selon son écriture, donc des fois, quand on veut récupérer des données, on peut se tromper. Que ce soit des données liées à la livraison, le stock, la consommation, les autres péremptions, etc. Donc, le support papier n'est pas très fiable. Et aussi, donc, le système archaïque qui ne permet pas une bonne sécurisation d'accès aux médicaments. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de télésurveillance, etc. Oui? C'est bon? Une question? Pas de question? Non. Voilà. Donc, les risques liés au circuit clinique. C'est le faible niveau de sécurité, donc la baisse de la qualité du coulage, la baisse de la qualité par rapport à quoi? Par rapport aux conditions de stockage, par exemple, qui ne sont pas tracées. Le coulage, c'est par rapport au niveau d'accès. Donc, quand le circuit est archaïque, il n'y a pas de niveau d'accès, il y a juste des armoires avec des clés qui sont laissées ouvertes la plupart du temps et il y a un risque de coulage qui est très important. Le manque de maîtrise des conditions d'utilisation des médicaments, on en a parlé. Donc, les erreurs médicamenteuses qui peuvent résulter d'une erreur de posologie, une erreur par rapport à la voie d'administration, de l'air au lieu de l'intraveineux, etc. Une erreur flé-solvant, donc des sérums glucosés à la place du sérum salé, par exemple, et la stabilité après reconstitution. Merci de désactiver le micro, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions. Oh mon Dieu. C'est bon? Il y a aussi le faible niveau de traçabilité. Donc, par rapport aux médicaments, dans le niveau de traçabilité, il est exigé par rapport aux médicaments dérivés du sang, par exemple, pour lesquels l'archivage il doit être assuré pendant 40 ans, les stupéfiants, les chimiothérapies, etc. Donc, quand on travaille sur système papier, les registres, ça peut être endommagé, on peut perdre notre traçabilité exigée par la loi.
Alors, on a vu que le circuit du médicament... Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Que veut dire coulage? Qu'est-ce qu'on veut dire par coulage, s'il vous plaît? là, c'est le vol des produits. C'est le vol des produits, soit par les patients, là, par le personnel, etc. D'accord, merci, monsieur. Quand les armoires médicaments ne sont pas sécurisées, quand il n'y a pas de niveau d'accès, etc., donc le médicament est déposé dans des armoires, des tiroirs non sécurisés, et tout le monde peut s'en servir. D'accord, merci, monsieur. De rien. Alors, on a vu que le circuit du médicament était très complexe, qu'il y avait des difficultés de standardisation des processus, et de ce fait, le risque d'erreur il est très important. Donc, la démarche de sécurisation du circuit médicament, elle fait appel à l'informatisation comme condition indispensable. Donc, l'informatisation, elle permet de verrouiller le circuit et de le rendre plus sécurisé. Donc, on passe à l'étape d'informatisation du circuit médicament proprement dite. Donc, il y a trois parties distinctes. Donc, la conduite du projet, l'analyse des risques et l'évaluation du système d'information. Pour la conduite du projet, donc, c'est la partie qu'on avait zappé le chapitre de l'informatique pharmaceutique. Donc, pour conduire un projet d'informatisation sur le médicament, il faut tout d'abord faire une étude du projet. Une étude de projet, c'est quoi? Mais il faut tout simplement répondre à ces questions. Qu'est-ce qui doit être effectué? Donc, qu'est-ce qu'on se prête à faire dans le cadre de ce projet? Pourquoi, quand et comment cela devrait être effectué? D'accord? Donc, le timing, la méthodologie et le but. Qui en est responsable et qui va effectuer le travail? Donc, qui en est responsable? C'est le responsable SI, par exemple, et qui va effectuer le travail, c'est les différents intervenants, les informaticiens, les chefs de projet, etc. Combien cela va coûter? C'est la budgétisation du projet. Quels sont les avantages? Donc, quels sont les bénéfices escomptés? Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'on n'a pas d'autres alternatives moins coûteuses en temps et en moyens? Et quels sont les risques encourus? Donc, qui peuvent faire échouer le projet. Donc, pour la déclaration des besoins, donc de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on va informatiser? Il faut que cette déclaration soit précise, traitant de façon exhaustive les besoins auxquels l'établissement veut répondre. D'accord? Il faut rester pragmatique parce que si on demande les besoins et les besoins sont démesurés, s'ils sont exagérés, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu et le budget va être important. Donc, il faut être pratique et bien sûr savoir ce qu'on veut par rapport aux moyens qu'on a et aux délais dont on dispose. Donc, fixation des objectifs, donc ce sont des résultats spécifiques et mesurables qui doivent être atteints en un temps délimité. D'accord? Il faut qu'on soit capable de mesurer l'atteinte des objectifs. Et bien sûr, on précise les indicateurs qui vont être utilisés pour le suivi de degré d'atteinte de ces objectifs. On doit aussi fixer la méthodologie donc on va utiliser et le calendrier de travail. Comment, quand et par qui les objectifs de projet vont-ils être atteints? On peut utiliser par exemple le planning de Gantt, le diagramme de Gantt, qui utilise bien sûr des jalons permettant de valider chaque étape au bout de la période qui a été précisée et dédiée pour ce projet, pour cette partie du projet. On doit faire également une analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire calculer aussi le retour sur investissement. Donc, qu'est-ce qu'on va dépenser et qu'est-ce qu'on va gagner et au bout de combien de temps. Voilà. Et le budget aussi, le budget alloué, quelles sont les ressources nécessaires, quelles sont les ressources en général dont on aura besoin, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas, quelles sont les ressources disponibles et quelles sont les ressources qui sont nécessaires à la mise en place du projet. Et puis, est-ce que ce projet-là, il sera à l'origine de coûts dans le futur? Après l'installation du nouveau système d'information, est-ce qu'il y a des frais de maintenance, des frais d'actualisation du parc, des frais de recrutement du nouveau personnel, etc., etc. Donc, il faut analyser les coûts actuels et futurs. Pour faire une analyse des risques, pour bien sûr déterminer le niveau de risque initial et bien sûr tabler sur le niveau de risque résiduel, le contrôle et l'évaluation du projet, donc qui va conduire les évaluations, quand et comment faire les rapports pour juger du progrès, succès ou échec de la mise en place du projet. Donc il faut qu'il y ait un comité de suivi donc du projet avec des audits, des contrôles et des rapports pour suivre un petit peu et accompagner le déroulement du projet et sa mise en place.
la stratégie de conduite de changement, parce qu'en général, quand on informatise, il y a des modifications d'habitude du personnel. D'accord? Comme on a dit, donc, quand le circuit de médicament n'est pas informatisé, il n'est pas verrouillé, il y a risque de coulage, il y a risque de mésusage, etc. Donc, quand on informatise, on va verrouiller, donc il y a le changement d'habitude des utilisateurs. Ils se sont habitués dans le passé à un accès facile aux médicaments, sans conditions, etc. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie de conduite du changement. Parce qu'en général, surtout les anciennes générations, ils sont réticents à l'informatisation. Parce qu'ils croient que c'est une charge de travail supplémentaire. Alors qu'en réalité, ce travail supplémentaire, il va permettre un gain énorme en temps et en moyens, ainsi qu'une augmentation de la performance de l'activité. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie d'accompagnement et de conduite du changement. Donc, l'étude de projet. Donc, le projet, il se décline en 5 phases. La phase d'initialisation, d'accord? Donc, c'est l'organisation et la vérification des prérequis techniques nécessaires à l'exécution du projet. Donc, comme je vous ai dit, on informatise que ce qui est organisé. Donc, si on n'est pas organisé, il faut tout d'abord organiser notre circuit pour qu'il se prête à l'informatisation. D'accord? Donc, on vérifie si on est organisé. Si on l'est, tant mieux. Si on ne l'est pas, donc on va réorganiser le circuit et vérifier s'il a été bien organisé. Ensuite, il y a la phase de conception. C'est quoi? C'est le recueil des besoins et identification des processus. Donc, de quoi on a besoin? Donc, on va recueillir le besoin des différents utilisateurs, des différents intervenants et les formuler de façon à, bien sûr, adresser un plan de conception. D'accord? Donc, ça fait appel à la contribution des référents métiers, un représentant, par exemple, des chirurgiens, un représentant des médecins, un représentant des biologistes, des radiologues, etc., etc. Donc, l'arbitrage des commissions fonctionnelles. Donc, ces référents métiers vont formuler leurs besoins. Il faut qu'il y ait un comité d'arbitrage des commissions fonctionnelles. Pourquoi? Pour un petit peu rectifier le tir et garder, bien sûr, une logique dans la formulation des besoins par rapport aux moyens et à la stratégie de l'entreprise dans sa globalité. La phase de réalisation, c'est la mise en œuvre des besoins qui ont été recensés. Donc, on a fait la conception, maintenant on passe en production. On va mettre en œuvre les besoins recensés. Et la phase de démarrage, bien sûr, après formation des utilisateurs et leur accompagnement pour, bien sûr, préparer le terrain et pour assurer le bon fonctionnement et le lancement de l'application. Ensuite, c'est le déploiement, donc qui est le plus grand possible. En général, pour le démarrage, on va faire la formation, l'accompagnement des utilisateurs, et on commence en général par un service pilote. D'accord? En général, c'est un service qui est motivé pour le changement, etc. On va tester la solution, voir ce qu'il y a des failles, etc. Et une fois qu'on a optimisé le fonctionnement avec ce service pilote, c'est là on va faire une extension de déploiement aux autres services petit à petit jusqu'à ce que le déploiement soit le plus global possible à tous les services de l'entreprise. Alors, quels sont les préalables pour la conduite du projet? Il faut qu'il y ait un comité de pilotage qui va gérer un petit peu le projet. Il faut qu'il y ait des équipes sous projet avec un coordonnateur, un pilote et des membres. Le comité de pilotage, c'est par exemple le comité de pilotage au niveau si on est dans un hôpital, c'est donc les décideurs de l'hôpital, donc ils pilotent un petit peu le projet dans sa globalité. Pour les équipes de sous-projet, c'est dans chaque secteur. Donc, par exemple, en pharmacie, pour le sous-projet pharmacie, on aura un coordonnateur, d'accord, qui va coordonner entre les différents, entre le comité de pilotage et l'équipe de sous-projet, le pilote de cette équipe de sous-projet et les membres associés qui vont bien sûr travailler sur ce module. Alors ça schématise un petit peu les différentes étapes qui vont être utilisées, suivies. Donc tout d'abord l'identification des besoins, d'accord, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on va informatiser, d'accord. Une fois qu'on a formulé notre besoin, il faut faire un état des lieux via un audit, d'accord. Donc est-ce qu'on est organisé ou pas?
Donc, si on est bien organisé, donc le circuit, il est informatisable. On passe à l'établissement du cahier de charge. Si on n'est pas organisé et on n'est pas informatisable, donc il faut réorganiser le circuit et on revient à la case départ. Refaire l'état des lieux jusqu'à ce que le circuit soit bien organisé et qu'on soit informatisable. D'accord? Si on est informatisable, on va établir le cahier de charge. Le cahier de charge, bien sûr, c'est un document important pour le lancement d'un appel d'offres pour, bien sûr, l'achat d'une solution d'informatisation du circuit. Donc, ce cahier de charge, il contient l'ensemble des clauses qui vont fixer, bien sûr, les obligations et les droits de chaque partie, le maître d'ouvrage, qui est l'hôpital, et le prestataire, qui est le fournisseur. D'accord? Donc, le cahier de charge, tu connais les délais, les modalités, etc. Qu'est-ce qui est demandé, les caractéristiques techniques, les délais d'exécution, le personnel, qu'est-ce qui est à la charge du fournisseur, qu'est-ce qui est à la charge du maître d'ouvrage, quels sont les délais de paiement, etc., etc., les pénalités en cas de retard, etc. Donc, une fois que le cahier de charge pour ce projet il a été établi, on lance l'appel d'offres, d'accord? Et il y a des analyses administratives et techniques pour vérifier la conformité de l'offre par rapport à l'appel d'offres qui a été lancé. Est-ce que les sociétés qui vont soumissionner, est-ce qu'ils proposent des solutions conformes par rapport à notre besoin qui a été formulé dans le cahier de charge ou pas? Donc, si, bien sûr, s'il n'y a pas d'infructueux, infructueux c'est quoi? Ça veut dire que soit il n'y a pas de soumissionnaire, zéro soumissionnaire, soit il y a des soumissionnaires mais qui ne sont pas conformes par rapport à notre cahier de charge. C'est-à-dire qu'ils vont nous proposer des solutions non adaptées à notre besoin. Là, on est devant un infructueux. Et si on est devant un infructueux, on revient, bien sûr, à la relance de l'appel d'offres. Donc, on va le relancer pour qu'il y ait d'autres sociétés qui n'ont peut-être pas vu l'appel d'offres et qui vont soumissionner pour cet appel d'offres et nous proposer une solution qui est plus adaptée à notre besoin. S'il n'y a pas d'infructueux, si tout se passe bien, donc s'il y a des offres qui sont conformes sur le plan technique, administratif, et qui sont avantageuses sur le plan financier, là, on choisit le logiciel qui a été conforme et qui est le moins cher. Voilà. C'est clair? Monsieur, je peux vous poser une question? Oui. Ça n'a rien à voir avec le schéma, je l'ai compris. Mais je n'ai pas compris la signification de l'image qui se situe en haut, à côté du numéro de page, là où il y a les deux visages avec l'arc-en-ciel. Alors là où il y a les deux visages, ce sont les diapos pour lesquels vous avez formulé des remarques. C'est des diapos qui étaient non ou mal comprises. Ah, d'accord. Donc j'ai mis ces icônes-là pour que pendant la présentation, pour que je puisse reconnaître les diapos qui ont fait objet d'une réclamation et pour que je puisse m'attarder un peu plus sur ces diapos. D'accord, merci. C'est bon? Donc ce sont les diapos qui m'ont été communiqués dans la liste de vos remarques. Ok. C'est bon? Oui, merci. On passe? Oui, monsieur, vous pouvez passer. Ouais. Alors, l'état des lieux. Donc, comme je vous ai dit, avant de procéder à un projet d'informatisation, il faut faire l'état des lieux via l'audit pour savoir est-ce que notre circuit déjà papier, est-ce qu'il est organisé ou pas. On ne peut informatiser que ce qui est organisé. Donc, pour l'audit, il peut être interne ou externe. Donc, interne, on va désigner un comité local qui est composé de membres de l'entreprise, ou bien externe quand on fait appel à un bureau de consulting. D'accord? L'intérêt, c'est quoi? Révéler les points forts et les points faibles du circuit du médicament. D'accord? Et si jamais ce circuit il n'est pas très bien organisé, prévoir une réorganisation, d'accord, dans une perspective d'informatisation. Une fois qu'on a procédé à l'état des lieux via l'audit, donc on passe à l'identification des besoins. Donc, l'identification des besoins, c'est quoi? C'est quand ça consiste à déterminer, à préciser les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités à informatiser. D'accord? Il y a deux sous-systèmes relativement indépendants,
qu'on a déjà vu, un système centré sur le circuit logistique et un autre sur le circuit clinique. Alors, ces deux sous-systèmes, ils se déclinent en plusieurs modules. D'accord? Donc, le sous-système circuit logistique, il va se composer d'un module gestion des approvisionnements et des achats. D'accord? Donc, c'est pour l'approvisionnement. La gestion des stocks au niveau de la pharmacie. D'accord? Donc, ça aussi, ça fait partie du sous-système logistique. La prescription, c'est circuit clinique. Analyse pharmaceutique, circuit logistique. Délivrance. Analyse pharmaceutique, en fait, c'est entre les deux. Donc, je la mettrai plus dans le circuit clinique. Délivrance, c'est circuit logistique. Administration, circuit clinique. Préparation, circuit logistique. Et gestion, circuit clinique. Voilà. Donc, le module prescription et analyse pharmaceutique, ils doivent avoir une interface avec des modules examen complémentaires. Pourquoi? Pour prescrire donc par un médecin ou bien valider l'ordonnance par un pharmacien, les deux cadres de santé auront besoin des données issues des bilans radiologiques ou les biologiques, etc. Le dossier patient, les données épidémiologiques, etc. pour pouvoir valider donc l'ordonnance. Donc il faut que ces deux modules, il faut qu'ils puissent être interfacés avec des modules examens complémentaires comme résultats de laboratoire ou résultats de radiologie, etc. Donc, exemple de module 1, donc gestion des approvisionnements et des achats. Donc, ce module, donc, il doit bien sûr intégrer la liste de la nomenclature de l'hôpital, c'est-à-dire les différents produits pharmaceutiques qui sont admis à être prescrits dans l'hôpital, la durée de rotation des produits, le nombre de commandes optimales, la périodicité des commandes, les quantités à commander, les délais de livraison et la comptabilité fournisseur. Ça, vous l'avez vu, je pense, en troisième année, le cours de gestion des stocks. Donc, on ne va pas y revenir. D'accord? Ce module-là, de gestion des approvisionnements et des achats, doit être interfacé avec le module délivrance pour la mise à jour des stocks. Parce qu'en fait, les commandes, ils font être déclenchées en fonction des sorties. D'accord? Donc, le module gestion des approvisionnements, il doit être interfacé avec le module délivrance. Le module gestion des stocks, donc, il intègre comme fonctionnalité la gestion des péremptions, la gestion des retraits de l'eau, en cas de rappel de l'eau ou de retrait de l'eau, le pilotage des données température et hygrométrie. En général, il est interfacé avec des sondes au niveau des salles de stockage ou les chambres froides, pour le suivi de la température des produits thermolabiles, pour le suivi de l'humidité, etc., avec des alarmes en cas de dépassement de température, la durée pendant laquelle cette température a été dépassée, etc. Le code géographique informatisé pour, bien sûr, déterminer les positions des différents articles dans un entrepôt. Donc, c'est un code soit dynamique ou statique qui peut être informatisé pour que toute personne qui rentre dans un entrepôt puisse retrouver les produits pharmaceutiques recherchés indépendamment de la personne responsable du stockage. Ce module aussi doit être interfacé avec le module délivrance pour la mise à jour des stocks. Parce qu'une fois qu'on délivre, on délivre un médicament avec une quantité, avec une date de péremption, avec des numéros de lot. D'accord? Donc il faut que le module délivrance et le module gestion de stock soient interfacés et communiquent pour, bien sûr, mettre à jour les stocks. Le module prescription, donc il faut qu'il mette à la disposition du prescripteur des informations utiles à la prescription. 3 types de fonctionnalités. Il y a des outils d'aide à la prescription comme le Vidal, le Teriac, d'accord, pour orienter un petit peu le choix de prescription en fonction de la pathologie à concerner. Les outils d'aide à la saisie, d'accord, la saisie intuitive par exemple, les techniques de programmation d'interface, de protocole, etc. Donc, dans un service par exemple d'endocrinologie, les protocoles de prise en charge des diabétiques, ils peuvent être déjà présaisis sur le système et le médecin, au lieu de prescrire le médicament un par un, il peut juste sélectionner le protocole et donc
l'ordonnance est éditée d'une manière automatisée. La saisie des prescriptions en cours de visite. Vous savez que la plupart des prescriptions sont saisies au moment des visites par les seniors et par les résidents, etc. Donc, donc il y a des systèmes évolués qui reposent sur la reconnaissance vocale. Donc, c'est des prescriptions orales qui sont traduites sur support informatisé ou bien à l'aide de tablettes ou de dispositifs de prescription. Pour le module dispensation, il faut mettre à la disposition des pharmaciens les informations utiles à l'analyse pharmaceutique. Donc, les données du patient, son état physiopathologique, la stratégie thérapeutique, l'historique médicamenteux, ça c'est des données du dossier patient. Et il y a aussi les données relatives à la disponibilité du médicament. Quand le pharmacien il veut valider un traitement par un patient, il faut qu'il soit sûr que ce médicament existe en stock. S'il n'existe pas en stock, quelles sont les alternatives disponibles? Sinon, quel est le délai de livraison? D'accord? Quand est-ce que le médicament a été commandé? Quels sont les délais de livraison, etc. Donc tout ça, il peut être intégré, c'est des informations qu'il est souhaitable d'avoir dans le module dispensation. On peut aussi intégrer dans ce module donc des outils d'analyse systématique des ordonnances, comme le Vidal, qui fait une préanalyse avant la validation pharmaceutique. Il fait une préanalyse et émet des alarmes par rapport aux contre-indications, les posologies, les interactions médicamenteuses, les risques d'allergie, etc. Donc, c'est des outils d'aide à la dispensation, comme le Vidal ou le Teriac. Pour le module dispensation, donc il doit permettre la communication entre médecins et pharmaciens, surtout quand il y a un refus d'exécution, ou là, une substitution, ou là, un ajustement de dose. Donc, signalement d'interaction médicamenteuse ou d'écart de posologie standard, proposition de modification d'ordonnance ou mesure de surveillance de traitement, ou bien refus de dispensation carrément. Donc, il faut qu'il y ait une plateforme de communication entre le prescripteur, le médecin et le pharmacien. Le pharmacien peut aussi y intégrer des fiches d'information nécessaires au bon usage du médicament, au profit du personnel infirmier, des médecins et des patients. Ça fait partie donc de l'éducation thérapeutique des patients et bien sûr, comme je l'ai dit, on peut préparer des fiches pour le personnel infirmier par rapport aux modalités d'administration, les solvants, etc., la stabilité des préparations. Le module délivrance, donc le bénéficiaire c'est le préparateur en pharmacie. Il faut qu'il puisse distinguer entre les différents modes de dispensation, qu'est-ce qui va être distribué en global, en globalisé, et quels sont les autres articles pour lesquels une validation pharmaceutique est nécessaire. Il faut que ce module puisse communiquer avec les automates de distribution, les armoires de distribution automatisées qui sont informatisées aussi, pour délivrer la quantité validée sur support informatique. Et il faut que ce module puisse être interfacé avec les modules gestion des approvisionnements et des achats et le module gestion de stock pour mettre à jour les stocks. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, il faut qu'elle soit signalée avec les autres modules pour procéder au recomplètement des commandes et bien sûr à l'actualisation du stock en fonction des dates qui ont été distribuées et les numéros de lots qui ont été distribués. Administration aux patients. Donc, le module doit comporter les informations utiles à l'administration, à savoir le plan de soins. Le plan de soins, c'est quoi? C'est une interface dans laquelle il y a les différentes doses à administrer aux patients selon le créneau horaire, c'est-à-dire un demi-comprimé par exemple à 8 heures du matin, un comprimé à midi, etc. Donc ça, c'est le plan de soins. On va détailler quelles sont les heures de prise, donc avec les préférences, les successions, les associations, etc. Et en général, c'est mis au profit, c'est établi par le médecin au profit des infirmiers pour qu'ils puissent bien sûr administrer le médicament concerné selon le protocole qui a été établi. Il précise aussi les modalités de reconstitution des médicaments, à savoir les compatibilités physico-chimiques, les précautions d'administration, les temps de perfusion, etc. Il faut que ce module permette l'accès aux informations des bases de données relatives aux médicaments administrés pour, bien sûr, valider les indications, les contre-indications, les modalités d'administration, les précautions d'emploi et les effets indésirables. Ce module aussi, c'est
c'est la base d'une facturation fiable, parce que pour avoir une facturation fiable, il ne faut pas facturer le médicament qui a été dispensé pour un patient, parce qu'il peut être dispensé par la pharmacie au profit d'un patient, mais il peut ne pas être utilisé pour ce patient. La pharmacie peut donner, par exemple, l'antibiotique, un traitement de 4 jours le lundi, mais le mardi, le patient, il sort. Donc, il faut qu'il y ait un retour de médicaments vers la pharmacie. Il ne faut pas facturer au patient un traitement de 4 jours alors qu'il a reçu uniquement un traitement de 2 jours. Donc, la facturation la plus fiable, c'est la facturation à partir du plan de soins. C'est-à-dire qu'à chaque fois où on va administrer une dose, cette dose-là, elle va être intégrée au panier du patient pour la facturation. Et bien sûr, ce module administration doit mettre à jour le stock des armoires des unités de soins. Parce que le médicament, il est prélevé de l'armoire de l'unité de soins. Cette mise à jour, elle va permettre quoi? Le bon recomplètement par la pharmacie. Parce que la pharmacie ne peut pas recompléter l'armoire de soins si elle n'a pas de visibilité sur le stock réel qui est disponible dans le service. Surtout pour les articles qui vont être distribués en global ou en globalisé. On va faire un recomplètement des quantités jusqu'au seuil qui est fixé, donc en commun accord entre l'unité de soins et la pharmacie. Le module 7, préparation. Donc, il doit contenir les bases de données pour les formules et les modes opératoires de préparation. Donc, les fiches historiques des préparations, qu'est-ce qui a été préparé auparavant. Les fichiers patients, donc chaque patient, qu'est-ce qu'il a déjà reçu comme préparation, quelles sont les exigences de chaque patient en fonction de son état physiologique, etc. Et la comptabilité, bien sûr, les préparations réalisées. Le module 8, gestion. Donc ça, c'est un module un petit peu transversal qui va mettre à disposition des décideurs des informations fiables sous forme de tableau de bord pour, bien sûr, une prise de décision. Donc, il procède à l'extraction et au traitement des données des différents autres modules. Donc, c'est un module transversal grâce à des outils statistiques et analytiques pour actualiser des tableaux de bord contenant des indicateurs. L'objectif, c'est d'harmoniser la gestion du circuit de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins. Donc, on peut être amené à s'interfacer avec d'autres modules supplémentaires ou bien à intégrer notre projet d'informatisation dans le cadre d'autres projets complémentaires. Et pour ça, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, il faut opter pour des logiciels de gestion intégrés quand le circuit il existe déjà, et déjà bien sûr informatisé en partie. On veut juste l'optimiser ou le faire évoluer, ou bien, bien sûr, donc c'est l'inverse. Quand on veut mettre en place une nouvelle solution, c'est les logiciels de gestion intégrés. Et quand on veut juste faire évoluer un des composants, on rajoute un nouveau composant, garder le reste, installer un serveur d'intégration et procéder dans le cadre d'une application intégrée d'entreprise. Donc, bien sûr, l'élément de base dans cette évolution, dans cette évolutivité, c'est l'urbanisation qui permet l'évolutivité, la pérennité et l'indépendance du système d'information. Donc, une fois que les besoins ont été établis, on passe à l'élaboration du cahier de charge. Donc, le cahier de charge, qu'est-ce qui va concerner? Donc, les objectifs à atteindre et les besoins qui ont été formulés. D'accord? Donc, on va formuler le cahier de charge qui comporte les conditions de passation des marchés, à savoir les clauses administratives et techniques entre le fournisseur et le client. Le fournisseur, c'est le prestataire, et le client, c'est le maître d'ouvrage. Ce cahier de charge, il va servir au lancement de l'appel d'offres qui va bien sûr se concrétiser par le choix du logiciel en question. La réorganisation du circuit du médicament. Donc le circuit du médicament, il comporte plusieurs acteurs qui ont des exigences et des besoins différents. Donc l'informatisation, comme on a déjà dit tout à l'heure, elle va entraîner des mutations sur le mode de dispensation et la répartition des tâches. Et cette mutation, elle va être à l'origine d'un bouleversement de pratiques psychologiques. Donc, il faut qu'il y ait un plan de conduite du changement, une stratégie de conduite du changement pour accompagner les utilisateurs et pour qu'il y ait une adhésion par rapport à ce changement, pour qu'il n'y ait pas de réticence et de résistance au changement.
le choix de la solution. Ce choix de la solution, c'est un élément décisif pour la réussite du projet. Si on choisit mal notre logiciel, donc il va être non adapté à notre activité et ça pourrait être à l'origine d'un échec donc de tout le projet. Donc ce logiciel doit assurer la confidentialité des informations, la sécurisation de transmission des données, des accès réservés en fonction des compétences, donc doit permettre des niveaux d'accès, capacité d'intégrer ou remplacer des modules, c'est-à-dire que c'est un système urbanisé et évolutif, capacité d'interagir avec le système d'information hospitalier et des coûts d'installation qui sont logiques et raisonnables, l'ergonomie aussi, conditionne son acceptabilité auprès des utilisateurs, donc les interfaces que les utilisateurs vont utiliser doivent avoir une ergonomie qui est agréable, avec des icônes bien claires, une police qui est assez grande. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'étapes de clics, etc. pour valider une action. Il faut que ça soit le plus simple possible pour que ça puisse être accepté par les utilisateurs. Il faut aussi donc préparer la maintenance, soit interne, soit sous-traitée, avec un prestataire externe, dans le cadre d'une infogérance. Et bien sûr, il faut réaliser des formations par la société diffusant le logiciel au profit des utilisateurs pour qu'ils puissent, bien sûr, maîtriser l'outil avant son déploiement. L'analyse des risques de ce projet. Donc, la mise en place d'un système d'information modifie l'organisation des entreprises et les relations entre professionnels. Donc, il y a des risques, donc des effets inattendus, voire dérogés. Donc, ces effets inattendus doivent être minimisés ou gérés. Quand ils ne peuvent pas être évités, ils doivent être gérés. Donc, dans le cadre d'un projet d'informatisation, il faut toujours établir un plan de gestion des risques, identifier les risques et préciser comment ces risques vont être gérés. Pour la gestion des risques, comme je vous l'ai dit au début, donc on peut utiliser plusieurs méthodes de gestion de risques, comme l'ANDEC, l'analyse des modes de défect, de leurs effets et de leur criticité, l'HACCP, l'analyse préliminaire des risques, etc. Donc, c'est des méthodes qui peuvent être utilisées pour l'analyse des risques et la diminution du niveau de risque initial pour atteindre le niveau de risque résiduel qui a été fixé en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc, les risques qui peuvent provenir soit d'une gestion de projet qui est mal faite, une estimation trop vague de la durée, des outils de développement inappropriés, ou bien de la complexité des tâches à résoudre, quand on détaille trop, quand on formule des besoins qui sont difficiles à satisfaire, et puis quand les équipes chargées de la mise en place du projet donc ne présentent pas les compétences requises, ils ont des niveaux de connaissances non adaptés au projet, des expériences insuffisantes, et quand la taille de l'équipe n'est pas donc convenable au projet, soit trop petite ou trop grande. Et quand les infrastructures aussi sont déjà mises en place, donc on travaille sur quelque chose d'existant. Et en général, quand on travaille sur une plateforme qui existe déjà, elle peut ne pas être adaptée à notre projet. Pour les cadres supérieurs, il faut éviter, bien sûr, il y a des risques de réticence ou le manque de support par rapport à ce projet d'informatisation. Donc, il va falloir les fédérer, les faire adhérer au projet. Donc, il faut que les utilisateurs puissent accepter le projet et s'adapter facilement donc, au nouveau fonctionnement de la solution. Alors, l'évaluation du système d'information, donc il ne suffit pas de déployer un système, il faut vérifier, évaluer si, bien sûr, l'informatisation de ce circuit a donné les résultats qui ont été fixés dans les objectifs. Première évaluation, c'est le niveau d'utilisation. On va utiliser, on va évaluer est-ce que le système il est utilisé de la bonne manière qui a été fixée. Et bien sûr, pour ça, on se base sur donc le niveau d'utilisation du système d'information. Donc, un système d'information disponible, est-ce qu'il est utilisé de manière adéquate? Est-ce qu'il est assez utilisé donc,
comme a été établi dans les objectifs. Des indicateurs d'utilisation permettent de savoir le taux d'utilisation de ce système. Et bien sûr, il faut suivre les processus de déploiement, motiver les utilisateurs les plus hostiles. Il y a toujours, dans une organisation, il y a toujours des utilisateurs hostiles qui sont contre le changement. Donc, pour ces utilisateurs, donc, il faut trouver le moyen de les motiver et de les suivre de près pour, bien sûr, les faire adhérer au projet et pour qu'ils puissent, bien sûr, utiliser l'outil comme il a été conçu au début. Le retour sur investissement, donc ça, on l'a déjà vu dans le chapitre SI. Donc, il faut fixer les bénéfices. Donc, les bénéfices ne sont pas toujours matériels. Donc, il peut y avoir des bénéfices cliniques, organisationnels, financiers, etc. Donc, il y a des bénéfices qui sont tangibles, calculables, facilement calculables, comme la diminution de la iatrogénie médicamenteuse, la diminution de durée de séjour, la diminution de la consommation en fourniture impression, quand on fonctionne en mode numérique, donc la dématérialisation des ordonnances, des fiches, etc. Les bénéfices intangibles, c'est l'augmentation de la disponibilité de l'information, l'augmentation de la satisfaction des utilisateurs et l'amélioration de l'image de l'institution. Mais ça, c'est des avantages qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas vraiment calculables. Donc, il faut du temps. Les bénéfices ne sont pas immédiats. L'étude de retour sur investissement doit porter sur 3 à 5 ans pour pouvoir, bien sûr, avoir une étude de retour sur investissement qui est fiable et significative. Alors, pour conclure, l'informatisation du circuit de médicaments elle nécessite donc une étude de projet approfondie, un choix de logiciel le mieux adapté aux besoins de l'organisation, une mise en place qui est progressive, comme on a dit, donc on commence souvent par un service pilote avant de faire l'extension aux autres services, et bien sûr une évaluation qui est ciblée et qui permet un petit peu de voir est-ce qu'on est dans le bon chemin, sur le bon chemin ou pas. Et je vous remercie. Alors, des questions sur ce chapitre? Non, merci, monsieur. C'est bon, tout est clair?